prépare-toi. On va parler d'un lycée où les élèves n'ont pas juste des stylos dans les poches, mais aussi des couteaux, des seringues et une envie de rébellion façon punk. Oublie la cloche de la récré, ici c'est plutôt l'alarme incendie qui sonne toutes les 10 minutes. Si tu pensais que ton prof de musique était sévère parce qu'il te faisait réviser tes gammes, attends de voir Andy Norris qui doit gérer des élèves plus explosifs qu'un solo de batterie sous en fête. Bref, attache ta ceinture, range ton cartable, parce qu'on s'apprête à disséquer un film où l'école c'est la jungle. Bienvenue à l'Abraham Lincoln High School, le seul lycée où tu risques plus ta vie qu'au milieu d'une mêlée de finale de rugby. Aujourd'hui, on s'attaque à classe 1984. They say they can stand up to the church, but they can't stand up to this bitch. Lucifer. Maybe your name is a times to a joke. Are you stupid? Sleeves get nothing. Now why don't you get me another drink? C'est un film d'anticipation canado-américain réalisé par Mark L. Lester, sorti en 1982, et qui a dû traumatiser plus d'un prof de musique et donner des idées à quelques coiffeurs avant-gardistes. Côté technique, on est sur du sérieux. Enfin, je dis ça, j'en sais rien parce que j'y connais rien, mais je pense que ça peut faire bander quelques passionnés de matos. 98 minutes de pure tension, du son mono, un format couleur 1.8, 5.1, le tout shooté en 35 mm à Toronto avec une caméra Panavision Panaflex, sûrement la Rolls des caméras. Encore une fois, j'y connais rien. Le budget, 4,3 millions de dollars. Sûrement 90% pour la laque des punks et le faux sang. Pour la musique, Lalo Schifrin et Alice Cooper, rien que ça, parce que fallait bien un peu de rock. Au casting, c'est la Dream Team du lycée en crise, avec Perry King, en prof de musique qui croyait venir donner des cours de flûte, pas des leçons de survie. On a un principal qui ne pense qu'à devenir inspecteur général, des professeurs qui détestent leur travail, un service de garde qui coince les bulles et des gosses qui coincent les gardes. Côté carrière, en 72, il joue un type possédé dans Possession meurtrière avant que ça devienne tendance avec l'Exorciste. Mais c'est surtout Cody Allen dans Riptide, un détective privé qui résout des enquêtes avec deux potes, un hélico rose et un robot. Parce qu'à l'époque, la moustache ça suffisait pas pour être cool, sauf bien sûr si tu t'appelais Magnum. Il a fait aussi des apparitions dans Melrose Place, Mentalist ou même The Sentinel, prouvant qu'il peut jouer aussi bien le flic que le père de famille ou le gars qui passe juste pour dire bonjour. Petit scoop, il a failli être Han Solo dans Star Wars. Ouais. Et finalement, il a juste été la voix de Han Solo dans des spots radio. On retrouve aussi Timothy Van Patten en chef de gang, coup de mulet et regard psychopathe. Professeur, l'école est finie. On vous a pas invité. Vous êtes plus en classe, professeur. Je peux vous casser la gueule. Ah, Timothy Van Patten, ou l'histoire d'un homme qui a commencé en salami et a fini en caviar télévisuel. T'inquiète pas, tu vas comprendre. D'abord, il débarque dans The White Shadow. Alors, chez nous, en France, c'était l'homme au katana. Si tu connais, c'est bien, parce que moi, à chaque fois que j'en parle, tout le monde me regarde avec un air chelou. Donc ça, c'était entre 78 et 81. Il incarnait Mario Salami Petrino. D'où le salami. Le gars qui a fait comprendre à toute une génération que même avec un nom de charcuterie, on peut devenir une star. Après classe 84, quelques petits rôles et plusieurs coupes de cheveux typiques des années 80, Tim décide que jouer, c'est sympa. Mais commander, c'est mieux. Il passe derrière la caméra et là, c'est le jackpot. Il réalise des épisodes des Sopranos, The Wire, Sex and the City, Game of Thrones. Bref, il a touché à tous les chefs-d'œuvre de HBO. Ensuite, Roddy McDowall en prof armé. Ouais, armé, c'est ça l'école du futur. Il n'y a pas un seul de mes salopards, pas un de mes petits morveux qui montre le moindre intérêt pour la biologie. Sauf les travaux pratiques sur l'appareil de reproduction. À 15 ans, en 1943, il joue déjà dans Lassie Come Home. Mais Roddy ne s'arrête pas là. Il devient la star de la planète des singes, incarnant Cornelius, puis César dans les suites. À petite anecdote, il rentrait parfois chez lui en voiture, encore grimé en singe pour faire peur aux automobilistes. Dans Vampire vous avez dit vampire, il a troqué la fourrure de singe pour la veste en velours et devient Peter Vincent, un chasseur de vampires aussi courageux qu'un chat devant un concombre, mais
tellement british. Roddy nous a quittés en 1998 à 70 ans d'un cancer, après avoir prouvé qu'on pouvait tout jouer à Hollywood. On va passer vite fait sur Marilyn Ross, en épouse courageuse, qui n'a pratiquement joué que dans des séries B. Si tu restes, je reste aussi. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'est pas le cas de Michael J. Fox, en élève qui découvre que la clarinette c'est dangereux. Sommaire, monsieur, tuba. Alors, si vous ne savez pas que c'est une trompette, nous allons devant de gros problèmes. Une trompette, monsieur, ça veut dire qu'on m'a menti toutes ces années. D'abord, il a conquis la télé avec Sacrée Famille, où il a prouvé qu'il pouvait être un ado sarcastique, même à 1m63. Puis, il a remplacé Eric Stoltz dans Retour vers le futur, et est devenu l'icône Marty McFly, sauvant la trilogie et la pop culture en même temps. Un jour, son petit doigt a commencé à trembler après une soirée arrosée avec Woody Harrelson. Et ça, c'est le début d'un vrai combat contre la maladie de Parkinson qu'il affronte avec courage depuis 1991. Il a aussi brillé dans Spin City, il a même prêté sa voix à Stuart Little. Bref, Michael J. Fox, c'est le héros qui a voyagé dans le temps, affronté la maladie et toujours gardé son humour intact. Et en vrac, on a Lisa Langlois, la punkette tarée et un chouïa salope. Elizabeth Taylor. Petite filmographie, elle s'est plutôt démarquée dans des films d'horreur de série B comme Happy Birthday to Me en 81, Deadly Eyes en 82 où elle fait face à une invasion de rats géants qui étaient en fait des teckels avec des costumes de rats. Je vous ai dit que c'était de la série B. En 88, on la retrouve dans The Nest, là c'est plus des rats, c'est des cafards. Ensuite, on a Stephen Grimm, le dealer toxico du groupe. Si je suis pas présent, est-ce que je dois répondre absent ? Et après ce sommet de la délinquance cinématographique, Stephen a enchaîné des rôles de méchants, de type louche ou de gars qui a clairement raté son orientation au lycée, comme dans The Strange Day, The Final Cut ou même X-Files. Par contre, côté privé, c'est pas ouf. Sa sœur, Alison Grimm, que vous connaissez si vous avez regardé La Petite Maison dans la Prairie, puisque c'est Nellie Olson la peste. Elle l'a accusé d'abus et d'attouchement dans leur enfance. On a aussi Kes Knight, le gros bras un peu benet de la bande. Enfin, je dis un peu benet, mais faut se rendre à l'évidence, il est carrément trop con. Toujours de la série B, mais on peut le trouver dans Meurtre à la Saint-Valentin en 81. Et pour terminer, Neil Clifford, le psychopathe testeur de pute du film, qui manifestement n'a fait que ce film. On va se revoir très vite. Et en guest star, on a le groupe punk Teenage Aid. Et pour l'époque, c'était pas rien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour dans ce lycée de l'enfer. Alors, le film démarre direct avec un petit message qui te met dans l'ambiance. L'an dernier, 280 000 incidents violents ont eu lieu dans les lycées américains. Le film s'inspire de faits réels, mais rassurez-vous, toutes les écoles ne ressemblent pas à Lincoln Hyde. Enfin, pas encore. Alors déjà, on va croiser les doigts, et après, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est vrai ? Parce que bien que le film est censé se passer dans un futur proche, ce petit message, il affirme s'appuyer sur des événements réels. Et ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur est revenu sur le campus où il avait fait ses études, la Monroe High School, dans la vallée de San Fernando. Il y était retourné pour retrouver un ancien professeur, et il a trouvé que les choses avaient vachement changé. Les murs étaient recouverts de graffitis, il y avait des gens chelous qui circulaient dans l'établissement, et visiblement pour lui c'était des dealers. La violence, les dégradations, c'était quelque chose de fréquent. Et quand lui était dans ce lycée, il y avait une sorte de dress code. Pas un uniforme, mais quelque chose de quand même assez ressemblant. Et il dit que le jour où il est allé dans son lycée, donc, il a carrément vu des mecs qui avaient même pas de t-shirt. Et c'est suite à ça qu'il s'est renseigné pour aller au-delà de son ancien bahut, et qu'il est tombé sur un article relativement sérieux qui mentionnait 287 000 actes de violence commis dans les lycées américains l'année d'avant. Comme il dit lui-même, même si c'est un film d'anticipation et qu'il grossit le trait, en fait il n'invente rien. Je sais pas aujourd'hui l'état des lycées américains, mais pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Et là c'est le générique, avec Alice Cooper qui nous balance la sauce, pendant que la caméra nous promène dans une ville qui ressemble vaguement à New York. Donc on a le droit à des plans sur des mecs qui taguent, d'autres qui fraudent le bus, mais à l'ancienne, hein. Nous on prenait juste pas de ticket. Non, là l'autre s'accroche à l'arrière du bus,
Et là, on a un mec qui roule une méchante pelle à sa meuf. On sent que le mec est très tactile. Le mec a ses spermes et il compte bien s'en servir. Et c'est là qu'on a Andy Norris, tout beau, tout propre, passé comme une nappe de mariage, prêt à enseigner la musique, qui arrive sur le parking, et en sortant de sa voiture, tombe sur un autre prof, manifestement, qui range un revolver dans sa mallette, juste à côté des copies de contrôle, quoi, le normal, quoi. Parce que Andy, lui, il pensait que le pire danger au lycée, surtout dans sa classe, c'était de faire une fausse note à la flûte à bec. Et il réalise aussi qu'il a peut-être raté 1 ou 2 épisodes de Faites entrer l'accusé. Et donc là, ce fameux prof au revolver vient le voir, se présente, Terry Corrigan, prof de bio. Et Andy, tout naïf, lui demande pourquoi il se balade armé comme dans un DLC de GTA. Et la réponse du mec blasé, c'est plus ou moins mon gars, c'est pas une petite école de campagne ici, c'est plutôt la jungle. On arrive à l'intérieur du lycée, et là c'est la cerise sur le McDo. C'est l'entrée du lycée façon aéroport. Détecteur de métaux, vigile qui a vu trop de films policiers, élève qui manie le passe-passe comme David Copperfield. Et là on a un gamin qui passe un couteau à son pote ni vu ni connu en évitant les détecteurs de métaux. Là Andy, lui, il a l'œil vif. Il les a repérés. Et donc tout de suite, il va voir le vigile, il lui balance. Le vigile est très philosophe et lui dit « Trop tard, il est déjà passé ». Traduction, ici c'est cache-cache avec des armes tous les jours. C'est un lundi matin, mec. Et Corrigan cormet une louche en disant techniquement que dans ce lycée c'est plus facile de trouver un flingue qu'un stylo qui marche, quoi. Et cette scène, elle est encore tirée de ses recherches où il a vu qu'à Boston, il y avait des élèves qui passaient sous les portiques de sécurité en se cachant derrière d'autres élèves pour pouvoir passer des armes. Et à Boston, il y avait aussi un réseau de prostitution dans le lycée. Ça fait rêver, ça fait rêver. Bon là on est bien d'accord, dans la tête d'un prof de province, on se dit que pour lui, dans sa tête, ça peut pas être pire. Mais, il n'était pas passé chez le proviseur, qui lui dresse le tableau, et qui lui explique que la sécurité, c'est freestyle, parce qu'avec le budget qu'ils ont dû choisir entre un agent de sécu ou un distributeur de savon. La surveillance, c'est notre problème numéro 1 ici, monsieur Norris. Vous n'imaginez pas ce qu'ils font dans ces locaux quand on ne les surveille pas. Ils peinturlurent les murs, ils pissent dans les couloirs, et ils fauchent tout ce qui n'est pas sous verrou. Ne laissez jamais votre classe ouverte, monsieur Norris, même pas une minute. Oui, monsieur. Maintenant, si on parlait de ma classe... Regardez là. Allez. Il y en a 2 qui fument de la marijuana. Sécurité ? Oui. 2 joints, couloir ouest. J'y vais. Où en est-on nous ? Mes classes. Vous avez 4 classes par jour. Monsieur Goldstein avait un fichier qui est à votre disposition si vous avez besoin d'enseignement. D'accord, merci monsieur. Tiens, vous êtes de garde dans les couloirs et aux toilettes pendant vos heures de liberté. Ce n'est pas le service de sécurité qui s'occupe de ça ? Ils nous prennent des salaires d'agrégés, monsieur Norris. Alors nous ne sommes pas riches en effectifs. Oui, monsieur, je comprends, mais je veux dire... Je crois tout de même que je suis là pour enseigner. Les heures libres, j'en ai besoin pour préparer mes cours. Vous n'êtes plus dans le Nebraska, à présent, monsieur Norris. Et donc là, c'est parti pour la découverte de la salle de classe. Premier cours. Andy, il est déjà au bout de sa vie. Les élèves, ils s'en branlent royalement. C'est ambiance camping sauvage. Donc, il hausse le ton, histoire de rappeler qu'il est là. Puis il y a une Fayotte qui lui rappelle quand même que les 5 punks du fond, ils ont rien à faire dans la classe. Et ces 5 punks, c'est la fameuse bande de Stegman, qui se compose de Stegman, le chef, Fallon, le psychopathe testeur de pute, Drugstore, le dealer toxicomane, Patsy, la psychopathe un chouïa salope, et Bragnard, le gros golemon. Non, il n'y a pas d'autre mot. C'est juste un golemon qui fonce dans le tas. Donc, il arrive à les virer de la classe. Mais bon, la première impression, elle est pas fofolle. Une fois que c'est revenu au calme, c'est présentation de la classe. Et là, les enfants, c'est un festival de faux raccords. Il y a pas le même nombre d'élèves d'un plan à l'autre, ils sont pas à la même place, ils ont pas les mêmes fringues. Et donc on se rend compte, après plusieurs visionnages du film, qu'en fait c'est parce que cette scène-là a dû être tournée avec une autre scène qu'on voit plus tard dans le film où effectivement ça, c'est exactement la même chose. Ils ont pas les mêmes fringues, ils sont pas à la même place, ils sont pas le même nombre. Donc en fait, ils ont piqué un peu des deux. Ils ont dû tourner ces 2 scènes-là sur 2 journées et... Enfin bref, c'est le bordel. Mais c'est pendant cette scène qu'on découvre enfin notre petit Michael J. Fox. Avec une coupe au bol, un petit ton en bon point mignon, qui veut se faire passer pour le rigolo de la classe, et puis qui a un petit crush sur la Fayotte. Mais bon, ça serait dommage, ça casserait leur belle amitié. Enfin ça, c'est ce que pense elle, pas lui.
Pendant ce temps, dans les couloirs, on retrouve la Dream Team de Stegman en pleine balade. Sauf que Stegman, lui, il tire la tronche parce que son business de shit, il rapporte moins que le stand de limonade du petit frère de la CPE. Forcément, il y a de la concurrence dans l'air et ça, c'est pas bon pour les dividendes. Faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Justement, la concurrence débarque sous la forme d'un apprenti VRP qui tente de refourguer sa cam à 2 nanas. Pendant ce temps, on a la bande de Stegman qui est en train de racketter un puceau. Pour eux, c'est un lundi matin comme un autre, hein. Mais Stegman, lui, il repère le commercial. Et là, c'est course-poursuite dans le lycée. Enfin, course-poursuite. Le mec essaye de se barrer et à peine il a attaqué les escaliers qu'il le chope, quoi. C'est très rapide, hein. C'est même pas racontable, en fait. Ils l'embarquent dans les chiottes et lui refont la déco du visage. Enfin, histoire de respecter le minimum syndical. Et donc, il lui balance, tu vas dire à ton boss qu'on règle ça ce soir après l'école. Alors, petite escale dans la salle des profs. Ambiance fin du monde, tout le monde est en burn-out. Surtout Corrigan, qui a compris que ses élèves ils préfèrent rien foutre que de suivre ses cours de bio. Mais enfin, cette première journée se termine. Andy retrouve sa voiture, transformée en œuvre d'art urbain, version Tacton Prof. Le vigile, toujours philosophe le mec, hein, et il lui lance, je peux pas être partout, hein. Donc Andy rentre chez lui, il retrouve sa femme, et on apprend dans une petite discussion qu'elle est enceinte. Pendant ce temps, sous un pont, c'est le grand rendez-vous. La bande de Stegman affronte la concurrence. Ça traîne pas, hein. Ça se fout sur la gueule à coups de batte, de couteau, de chaîne de vélo, de cuir à pamplemousse, enfin bref, tout ce qui traîne. Mais les flics arrivent, parce que ils sont toujours là pour gâcher l'ambiance, et puis ça s'enfuit, quoi. Maintenant, imaginez la scène. C'est la nuit noire. Et toute la clique de Stegman squatte sa bagnole. Ils ont mis la main sur le document top secret du bahut, le bottin mondain des profs avec toutes leurs adresses. Il y a même l'adresse du prof de techno. Pendant ce temps, notre prof de musique et sa dulcinée, ils rentrent du resto. Ils sortent de leur voiture, la voiture de Stegman arrive, plein phare et se gare devant eux. Donc, notre prof, curieux ou inconscient, moi je vote la 2. C'est la 2 là. Va voir, il se penche à la fenêtre, et là ils se relèvent tous d'un coup avec des masques chelous, et ils aspergent le prof avec un pistolet à eau. Mais dedans il y a de l'hémoglobine, enfin du faux sang. Voilà, parce que c'est rigolo. C'est marrant. Ils sont matures quand même ces moments. Et puis la voiture se barre, hein. Donc Andy il est juste passé pour un con, hein, techniquement. Mais bon, allez, assez rigolé, place au business. Direction la boîte de nuit la plus punk du quartier. Un endroit où l'odeur de sueur, de bière, de pisse, de sperme et d'autres fluides pas très catholiques, ça te prend à la gorge. Et sur la piste, c'est un bordel sans nom. On a tous les punks qui pogotent. C'est un gros bordel et il y a une nana dans la fosse qui monte ses nichons au groupe qui est sur scène. Et d'ailleurs, pour info, cette fille n'avait vraiment pas envie de faire ça. Elle s'est sentie un peu obligée. Enfin bon, c'était une autre époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça passerait plus. Mais derrière cette boîte, dans l'arrière-boutique, c'est ambiance Pôle emploi version Gotham City. Stegman et sa team tiennent un entretien d'embauche façon Koh-Lanta du crime. Premier candidat, Vinny, 14 ans, prêt à bosser pour eux. On sent le futur prix Nobel. Deuxième postulante, Sally, qui propose le fameux combo gagnant, prostitution rémunérée en cocaïne. Elle vise clairement un CDI, celle-là. Sauf que là, l'entretien, c'est pas juste « parlez-moi de vos qualités et puis vos défauts », c'est plutôt « foutez-vous à poil et on va voir ce que vous valez sur le terrain ». Fallon, notre psychopathe du groupe, se propose pour tester la marchandise, pendant que Patsy, la seule fille de la bande, mate tout ça avec l'enthousiasme d'une fan de télé-réalité. Bref, ambiance familiale, recrutement musclé et punk attitude à tous les étages. On n'est pas du tout dans le club d'échecs du lycée. Et à propos du lycée, on y retourne. Ce fameux temple du savoir qui ressemble plus à un gourbi à clodo qu'à une institution républicaine. Mais attention, Arthur, donc c'est Michael J. Fox, maintenant on va l'appeler Arthur, et son pote, ils sont hyper motivés. Ils hissent le drapeau, parce que c'est pas parce que les murs du bahut ils tiennent avec du torchis qu'on n'a pas le droit de montrer qu'on est aux États-Unis, bordel de merde. Et dans la salle de classe, ambiance studieuse. Enfin, presque. Et Stegman et sa bande, ils sont à l'entrée de la porte, on sait pas ce qu'ils attendent, ils sont dans le couloir, à l'entrée. Andy, notre prof, qui croit encore à la magie de l'enseignement, propose à ses élèves de participer à un concours de musique. Et c'est là que la bande débarque, peinard, Stegman s'installe au piano.
Parce qu'il faut l'admettre, le mec a plus de talent dans un seul doigt que toute la classe entière réunie. Alors il veut participer au projet, mais bon, il a une manière un petit peu maladroite de demander, du coup Andy, il dit non, et puis Stegman il est en colère. Bon, la petite scène en salle de bio où Andy et Corrigan ils discutent, donc on apprend que Corrigan adore les lapins, qu'il préfère les lapins aux hommes, mais surtout qu'il préfère manifestement aussi l'alcool à la flotte. Une autre petite passion. Pendant ce temps, Andy fait sa tournée d'inspection dans les couloirs. Arthur et son pote, ils sont dans les chiottes avec la bande de Stegman. Parce que le pote, il veut acheter de la cam. Parce que manifestement, ça l'aide à mieux jouer. Mozart sous coke, nouvelle école. Achat express, consommation sur place et bim, une bonne trace dans le pif. Andy, il flaire l'embrouille parce qu'il a remarqué que Fallon et Patsy, ils bloquaient l'entrée des toilettes. Donc il se ramène vers eux, Fallon rentre dans les chiottes et Patsy se jette sur Andy d'une manière assez sensuelle. Allez, salope, hein, c'est une salope, hein, faut dire ce qui est. Enfin, c'est plus surtout pour le retarder, mais quand même. Andy arrive à rentrer dans les chiottes et là, tout le monde fait style, je me lave les mains, je suis en train de pisser, tout ça. Il met tout le monde en ligne, il fouille un peu les chiottes et il trouve un sachet de poudre dans une des pissotières. Il ramasse ça en détente. Mais en plus, il est même pas dégoûté. Il le prend, enfin, franchement, là, va falloir te laver les mains après. Andy, pas dupe, il demande à Arthur. C'est à vous? Et Arthur, il dit, non, moi je touche pas à ça, puis mon pote non plus. S'il avait regardé un peu plus, il aurait bien vu que le pote, il commençait à être pas bien. Il était un petit peu perché. Il leur dit, c'est bon, vous pouvez sortir, et vous, la bande de Stegman, direct chez le proviseur. Dehors, le pote d'Arthur, il est à l'entrée du lycée, on sent qu'il est pas bien, et là il repère le mât avec le drapeau, et il décide de grimper au mât. De là, on repasse dans le bureau du proviseur. Bon, qui fait comprendre, écoute, t'as pas de preuve, Andy, y a pas de preuve que c'est à eux, donc on les relâche. Et là, y a toute l'école qui est rassemblée sous le mât, parce que l'autre con, il est tout en haut du mât, il se tient au drapeau, enfin, il est même en train de jurer fidélité au drapeau. Mais le drapeau, il craque. Et là, le pote d'Arthur est en train de se battre avec la gravité. Spoiler, la gravité a gagné. Il tombe, il meurt. Donc Andy, il demande à Arthur, il était sous coke, c'est eux qui vous l'ont vendu. Mais Arthur, il dit rien. Ça sert à rien d'en parler, je me casse. Et donc il se casse. Et il y a Lafayette qui lui court un peu après. Bah ouais, c'est son meilleur ami. Puis Corrigan, il dit à Andy, croyez pas que c'est quand même le bon moment pour aller prendre un apéro. Ah, il perd pas une occasion, Corrigan. Ouais. La tease, lui, c'est un sacerdoce. Alors imaginez, on chill tranquillement en ville avec Arthur et Lafayette. Soudain, bim, la bande de Stegman arrive en voiture. Il s'arrange pour les bloquer un peu, et là Arthur il se démonte pas. Il regarde Stegman dans les yeux, et il lui dit non mais c'est bon, j'ai rien dit au prof, hein, c'est bon. Mais Stegman il fait vas-y, viens, monte dans la voiture. Je veux pas te taper, ça sent la douille. Entre nous, ça pue. Et Arthur il l'a senti. Et donc Arthur il prend le bras de Lafayette et il se barre en courant. Il court, et les autres ils courent vite aussi. Et il les bloque pour les obliger à aller dans un cul-de-sac. Et donc les deux se retrouvent avec la bande dans un cul-de-sac. Et là, ils leur font une séance d'intimidation version XXL. Malgré une tentative de Lafayette de leur dire qu'elle a des frères et qu'ils vont leur péter la gueule, on est d'accord, ça marche pas, quoi. Patsy, notre petite psycho, casse une bouteille et elle la colle sous la gorge de Lafayette. Ah, elle est tarée, elle est... D'ailleurs, on reviendra sur Lisa Langlois qui joue très très bien dans ce film. Enfin bref, elle fait ça et on sent qu'elle kiffe. Fin de tournage pour Arthur et Lafayette ? Eh ben non, parce que heureusement, Andy et Corrigan qui sont revenus de leur apéro, je vous le rappelle, ils sont là en bagnole et Andy lui fait « Mais attends, ça serait pas la voiture de Stegman, attendez, garez-vous, ouais, je vais voir ce qu'ils font. » On est d'accord, cette scène n'a aucun sens, aucun prof ne ferait ça. Une fois que les gamins ils sont sortis du bahut, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Corrigan il est pas chaud, il lui souffle que c'est une idée à la con. Spoiler, c'est effectivement une idée à la con. Bref, il débarque dans le cul-de-sac. Stegman il est un petit peu contrarié, et lui dit « Prof, on n'est plus dans l'école. Là, si je veux, je vous défonce la gueule. » Mais bref, Andy dit aux deux gamins de se barrer, mais ça part en sucette. Donc les deux gamins arrivent quand même à se barrer, en courant. Par contre, pour nos deux profs, c'est pas la même histoire, parce qu'Andy se prend une patate de forain,
et Corrigan a un coup de rasoir. La bande de Stegman s'enfuit, laissant nos deux profs comme ça sur le carreau. Bon, retour à la maison, Andy rentre, la tête en vrac, puis sa femme commence à regretter de pas avoir épousé un bibliothécaire, ou un vendeur de crêpes, c'est quand même moins dangereux. La nuit tombe, le couple est au lit, et la voiture de Stegman arrive dans la rue. Et là, il décide d'allumer un cocktail Molotov et puis d'enflammer la voiture d'Andy, voilà. Donc c'est une fin de carrière pour la voiture d'Andy. Andy se rend au commissariat et l'inspecteur lui répond en mode désolé, ils sont mineurs, je peux rien faire, et puis j'ai pas de preuves, j'ai juste mon café là. Voilà. En gros, on peut rien faire. Bref, vous l'aurez compris, là, à partir de ce moment-là, la vie d'Andy, c'est pas plus belle la vie, mais c'est plutôt Breaking Bad, quoi. Alors, on est reparti pour une journée dans ce lycée qui sent plus la déprime que la crème fraîche. Andy et Corrigan, nos deux héros du jour, ils ont même pas le temps de poser leur sac. Ils sont encore dans le hall, qu'il y a un agent de sécurité qui les alpague, qui leur balance, Monsieur Corrigan, il y a un problème dans votre classe. Encore un petit spoiler. C'est pas un problème de colle ou de craie cassée. C'est un petit peu plus grave. Ils débarquent en salle de bio, et là, c'est pas une classe. C'est un épisode de Dexter. Tous les animaux de la classe ont fini en carpaccio. Il y a du sang sur les murs, sur les plafonds, sur le prof. Enfin, on se demande si c'est un cours de SVT ou un CAP boucherie-charcuterie. Même Hannibal Lecter, je pense qu'il leur aurait dit calmez-vous les gars. Et là, Andy, il est vénère. Et donc, il retrouve Stegman dans un couloir. Il le chope par le callback, il l'emmène dans les chiottes parce que c'est bien connu. C'est là que se règlent tous les conflits majeurs au lycée. Donc, il le plaque contre un mur et lui balance la menace classique. Si tu continues, je te fais la peau. Mais Stegman, lui, s'en tape royalement. Il a pas peur. Et il lui sort un petit tu feras rien, t'as pas de couilles. Et là, plot twist, les enfants. Stegman se met à se défoncer la tronche tout seul. Il s'explose la tête contre le distributeur de serviettes. Il s'explose la bouche contre le lavabo. Ça, on entend là-dedans. On l'entend. J'aime pas cette scène. J'aime pas juste le... Ah non, ça me stresse. Et au moment où il décide de s'éclater vraiment la gueule contre un poteau en ciment, Andy l'arrête. Il le rattrape, il lui dit arrêtez. Stegman s'essuie le sang qu'il a sur la bouche avec sa main et en met sur le bras de Andy. Juste au moment où le vigile débarque. Évidemment, le timing parfait. Et Stegman qui hurle « Regardez ce qu'il m'a fait! Il a essayé de me tuer! » Résultat, convocation au bureau du proviseur. Pour le prof, pas pour l'élève. Faut suivre un peu. Donc Andy comprend que sa journée vient officiellement de passer du pourri à « c'est mort ». On se retrouve chez Stegman, qui chill devant la télé dans un appart super cosy avec sa maman poule. Andy débarque pour tenter de discuter, mais la maman, c'est la présidente du fan club de Stegman. Mon fils, c'est un génie, un ange, et si son père était là, il serait fier. Bref, aucune chance de la convaincre que son fils est plus proche de Chucky que de Einstein. Andy repart, mais Stegman ne peut pas s'empêcher de lui faire un dernier doigt d'honneur par l'interphone. Donc au moment où Andy passe devant les interphones de l'entrée, Stegman lui lance une petite provocation. Andy, il est à bout, il descend dans les sous-sols, il repère la voiture de Stegman, et là, il sort un extincteur, il pète la portière, il bidouille les fils, parce que ouais, dans les films américains, tout le monde sait bidouiller les fils pour démarrer les bagnoles. Parce qu'on rappelle que là, on a un prof de musique, qui arrive à démarrer une bagnole avec les fils, dès le premier coup. Il commence à faire des allers-retours dans le parking, ce qui fait que la voiture se transforme comme un puzzle 3D. Et donc, c'est une fin de carrière pour la voiture de Stegman. Et Andy, lui, il a gagné une bonne dose de stress, une réputation de psychopathe et probablement un rendez-vous chez le proviseur. Mais au moins, il aura eu le dernier mot au niveau de la bagnole. Donc Andy, il est en mode solo dans sa classe. Il est tout seul, entre deux cours. Et Stegman débarque, tout seul. Alors miracle, il a pas sa team avec lui. Et lui balance direct, alors ma bagnole, elle a pris cher, non ? Et puis Andy qui sourit en coin façon expert du sarcasme. Tu peux rien prouver, Sherlock. Mais là, un vigile arrive. Et puis Stegman s'en va. On se retrouve à la sortie d'un cours, et on a Arthur qui papote tranquille avec son prof, en lui expliquant que il aimerait un petit peu plus se servir de son flutio, mais qui attend à la sortie du cours l'inspecteur, qui lui explique que le procès suite à la plainte de la maman Stegman, c'est pour la fin de l'année. Donc il a un peu de temps, et joyeux Noël en avance. Mais derrière, la bande de Stegman, elle mate. Et tout ce qu'elle voit, elle, c'est Arthur, qui parle avec son prof, et un inspecteur. Et donc, pause déjeuner, ambiance Prison Break. Arthur s'installe à une table, la bande de Stegman à une autre, en train de comploter leur prochain coup foireux. Et là, ils ont choisi un gamin, Vinny, 14 ans,
qui avait passé son entretien d'embauche un peu plus tôt dans le film. Ils lui donnent un couteau et lui disent tu veux bosser pour nous, tu vas aller planter Arthur. Et donc Fallon le taré et Bragnard le Golemont décident de provoquer une bagarre générale dans la cantine. L'autre, profitant du chaos ambiant, il plante Arthur dans la cantine. Fin de tournage pour Arthur ? Non, car Arthur est fini en steak tartare, certes, mais en réa à l'hôpital. Et évidemment, comme d'hab, pas de preuves, donc tout le monde s'en lave les mains, merci la justice, circulez, y a rien à voir. Andy et Corrigan tentent de se détendre autour d'un barbecue. Corrigan, lui, il est clairement au bout du rouleau. Je sais pas, il en peut plus, il veut arrêter, ouvrir un food truck, et en même temps, on peut pas lui en vouloir. Là, on est dans l'amphithéâtre du lycée. Répétition pour le grand concours de musique, et surprise, ils sont plutôt bons. Mais nouveau rebondissement. Le vigile débarque en lui disant « Il y a comme encore un problème dans la classe de Corrigan ». Andy se pointe, il s'attend à tout, et il découvre Corrigan en train de faire la classe, ambiance ultra cool, ultra cool si on considère qu'il tient ses élèves en respect avec un flingue. Tu écoutes, tout va bien, t'écoutes pas, je tire. Salut Terry. Vous ne devriez pas être ici, Andrew. Qu'est-ce que vous faites? Je fais mon cours. Ça se voit, non? Vous! Dites-nous le facteur déterminant la femelle de l'espèce. Levez-vous quand le professeur s'adresse à vous! Une minute, s'il vous plaît. Andrew, je ne vais pas dans votre classe pour vous donner des conseils, alors puis-je entendre la réponse? Vous savez, on n'a plus le droit à présent de sécher ma classe. Alors j'attends la réponse. Quelle est la réponse? Je vous écoute. Y. Y. Bien. Oh, voyez comme c'est simple. Vous savez, il n'a jamais répondu à une seule question dans cette classe. J'ai fini par leur enseigner quelque chose. Dieu merci. Et combien d'alvéoles y a-t-il dans le cœur humain? Répondez. J'attends. 4. Je crois qu'il doit y en avoir 4. C'est merveilleux. Oh, quel plaisir c'est. Oh, quel immense plaisir. Monsieur Stegman, qu'est-ce qu'un amphibie? Vous devriez le savoir. Nous avons une si merveilleuse panoplie accrochée à notre mur. Vous ne savez pas. C'est dommage. Vous êtes recalé. Il va falloir le faire travailler, Terry. Mais Andrew, ça va nous demander un tel travail. Il y a un moyen plus radical. Il n'est pas donné l'autorisation de partir. Terry, nous allons essayer d'arranger tout ça. Terry, faites-moi confiance. Ils ont tué mes animaux. Oh, Terry, c'est Stegman qui l'a fait. Mais ils ne sont pas tous comme lui. Ah ouais, Stegman. Conclusion, je pense qu'il est temps pour Corrigan de quitter l'éducation nationale. Et c'est la nuit, devant la fameuse boîte punk du coin. Après une soirée sûrement remplie de pogo, de bière tiède et de discussions philosophiques sur l'avenir du crime organisé, ils sont prêts à retrouver leur voiture. Mais surprise, il y a Corrigan, le ninja de la Chevrolet, qui est planqué dans l'ombre, prêt à faire un remake de Mario Kart version bowling humain. Son objectif, faire un strike avec tous ces enculés. Et donc ils foncent dans le tas, mais ça se passe pas comme prévu. La voiture fait un tonneau, et comme dans tout bon film américain qui se respecte, elle explose. Oui, parce que dans les films US, même une Twingo explose si t'éternues trop fort dedans.
Donc fin de tournage pour Corrigan et fin de carrière pour la voiture de Corrigan. Après son enterrement, Andy et sa femme font le point. Andy dit à sa femme, écoute, tu viens au concert, tu headbang un peu, hein, tu peux faire un twerk si t'as envie, mais après direction chez ta mère. Parce que franchement, entre les punks pyromades et les voitures qui explosent, c'est plus sûr chez belle maman. Au pire, tu risques une intoxication alimentaire au gratin dauphinois, mais ça va pas plus loin. Andy fait un tour à l'hôpital parce que Arthur s'est enfin réveillé de sa sieste prolongée, et là, révélation choc. C'est Vinny, le gamin de 14 ans, qui l'a poignardé. Moi, à 14 ans, je jouais à la Master System, et je lisais des livres dont vous êtes le héros. Lui, il préfère planter des gens. Chacun son délire. Andy se rend au commissariat, et qui sort du commissariat au moment où lui rentre? La bande de Stegman, qu'on l'air d'en avoir rien à foutre. Andy demande à l'inspecteur pourquoi ils sont dehors, et il lui dit, je suis désolé, je peux pas les garder plus de 24 heures. Vinny, il a pas balancé Stegman, alors c'est open bar pour la racaille, mon gars. Bon, là on va attaquer le dur du film. C'est le grand soir au lycée. Andy, tout excité, enfile sa plus belle veste, celle qui gratte un peu, mais qui fait sérieux. Et il balance à sa femme, chérie, tu me rejoins plus tard. Le concert il commence à 20h pétante. Madame Andy, elle joue la carte du glamour, maquillage, brushing, robe de gala. Bref, elle se prépare comme si elle allait aux Oscars. Alors que bon, c'est juste un concert de lycée. Pendant ce temps, dans les couloirs du bahut, Andy croise la bande de Stegman. Ambiance tendue, regard de travers. Ça sent la bagarre à la récré. Mais tout le monde garde son calme. Enfin, plus ou moins. Pour Madame, prof de musique, la soirée prend un tournant inattendu. La bande de Stegman entre par la fenêtre, restée ouverte. Note pour plus tard, pensez à investir dans des moustiquaires blindés. Madame Andy, tout juste prête, entend du bruit, elle se dit tiens c'est bizarre, j'ai pas commandé de stripteaseur ce soir, c'est chelou, mais non, c'est juste la bande de Stegman qui débarque dans la chambre et ils sont pas venus pour jouer à la belote. Ambiance tendue, mais eux ils décident de se refaire une petite beauté avec le maquillage de Madame Andy. Résultat, on dirait un croisement entre Kiss et un tuto raté sur YouTube. Par contre, pour Madame Andy, c'est pas trop soirée make-up. Autant dire que, manifestement, toute la bande de Stegman lui passe dessus. Et pendant ce temps-là, Patsy prend des photos. On n'est pas sur une bonne vibe. Parce que de son côté, Andy commence à trouver le temps long. Qu'est-ce qu'il y a fou, Bobonne? Elle s'est coincée dans la salle de bain ou quoi? Sauf qu'en vrai, la bande, ils ont embarqué Madame Andy pour une destination mystère. Alors là, on a Andy qui retarde un peu le concert parce qu'il veut voir sa femme, mais bon, là, tout le monde a l'air d'être arrivé. C'est alors qu'un petit gars débarque de l'autre bout de l'amphi et il file un petit bout de papier à Andy. Et il lui dit, ça vient de la meuf là-bas avec la jupe qui défie les lois de la gravité. Et c'est Patsy, qui est à l'autre bout de l'amphi, qui lui fait un petit coucou. Andy ouvre l'enveloppe, il découvre une photo, et il se barre en courant de l'amphi. Et là, la soirée vient de basculer en mode mission de sauvetage. Alors notre prof, il erre dans les couloirs, comme un sim qui a pas de GPS. Heureusement, pas d'ailleurs. Patsy, la spécialiste du traquenard, l'attend à chaque coin de mur pour lui indiquer la direction. « Hé, professeur, je suis là !» Andy la poursuit, et au bout de sa quête, Andy se fait guider dans une salle où il se prend un combo mousse d'extincteur et passage à tabac par 3 membres de la bande. Pendant ce temps, on voit que Stegman, il joue à la belle et le psychopathe avec Madame Andy. Donc il la traîne dans les couloirs. Les 3 cons, ils se sont lassés de frapper le prof, donc ils décident que c'est bon pour l'instant, et ils s'en vont, puis ils laissent Andy là comme ça en mode carpette. Par contre, dans l'amphithéâtre, la foule commence à se demander si le concert va ressembler à quelque chose, ou si c'est juste un happening expérimental. Andy, lui, en mode zombie, il continue de hanter les couloirs. Il finit par atterrir dans le gymnase, et surprise, il aperçoit Stegman en haut, qui brandit Madame Andy comme un trophée. Et rebelote, guet-apens, passage à tabac. Stegman s'enfuit avec la dulcinée de Andy, et puis lui, il est là comme un con à essayer de compter tous ses bleus. Bon, là, on a compris où il voulait emmener Madame Andy, hein. Stegman, lui, il a décidé que le toit du lycée, c'est l'endroit parfait pour un tête-à-tête romantique. Bon, de son côté, Andy, il a pigé le petit jeu de piste de Patsy. Et donc, il décide d'aller à l'opposé de là où elle est. J'ai envie de te dire, il était temps. Bon, dans la salle, c'est la panique, hein. Le concert, il va commencer? Ou est-ce que ça va finir par un bingo? Et c'est notre chère petite Fayotte qui prend la baguette de chef d'orchestre histoire de sauver les meubles. Côté méchant, c'est l'anarchie. Mais il est où Andy? Du coup, ils se séparent façon Scooby-Doo. Donc on a
Le gros nounours nazi d'un côté, pas très subtil, mais efficace pour bloquer les portes. Le psychopathe et Patsy. Et puis Drugstore, qui va sûrement aller voir tout de suite dans la salle de chimie s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Mais changement de plan, Fallon se sépare de Patsy pour essayer d'aller plus vite. Bon, Andy, ça y est, il a compris que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et il se planque dans la salle de menuiserie, armé d'un pied de biche. Fallon débarque, et là, c'est grosse bagarre. Fallon, il prend le dessus, parce qu'il est costaud, ce con. Et il plaque Andy sur une scie circulaire. Et il lance la machine. Et la suspense. La lame de la scie s'approche de la tête d'Andy, mais boosté à l'adrénaline, il retourne la situation, il retourne Fallon, et c'est Fallon qui perd un bras, et ensuite qui finit en carpaccio sur la scie. Et c'est un clap de fin pour Fallon qui ne participera pas à la suite du film, ni à aucun autre film du coup. Donc Andy, c'est officiel, hein, il est devenu champion du monde de cache-cache, et il disparaît de la salle. Les 3 autres membres du groupe, pas plus futés que des poules devant un Rubik's Cube, se demandent où il est passé. Et surtout, où est passé Fallon. Mais ils entendent le doux son d'une scie circulaire. Donc ils vont dans la salle, et la surprise, ils se retrouvent avec Fallon en train de tester la scie sur son propre dos. Autant dire que l'ambiance là, elle est pas à la fête. Andy, lui, s'est improvisé pyromane dans l'atelier mécanique. Il arrose le sol d'essence, il allume un chalumeau, puis attend. Alors on a nos 3 cons là qui flairent l'entourloupe, parce qu'ils entendent le bruit du chalumeau. Et donc ils décident de se séparer, moi je passe par devant, toi tu passes par derrière. Et c'est Drugstore qui passe par la porte principale. Et Drugstore, est un peu con aussi lui, et il marche sur l'essence. Et Andy, dans un élan de génie, il pose le chalumeau au sol, et hop, Drugstore finit flambé comme une merguez. Rideau, fin de carrière pour Drugstore. Arrive alors Gros Nounours et Patsy, prêts pour la bagarre. S'ensuit un combat épique sous une voiture posée sur des tréteaux. Alors niveau sécurité, ça c'est 0 quoi. Andy, armé d'une barre de fer, éclate la tête du nounours, mais Patsy, pas en reste, démarre une voiture pour foncer sur Andy. Mais lui, il esquive, et en fin de compte, Patsy défonce les tréteaux, et ce qui fait que la voiture du dessus s'écrase sur la sienne. Bon, niveau productivité, les deux là, on repassera. Patsy, elle est dans un sale état dans la bagnole, mais elle est encore capable de parler, et elle révèle à Andy que Stegman et sa femme sont sur le toit. Andy débarque sur le toit, prêt à jouer les super-héros du dimanche. Il tombe nez à nez avec Stegman qui brandit un couteau sous le menton de sa femme. Ni une ni deux, Stegman décide de graver un truc sur la peau de sa femme. Et Andy, ça lui plaît pas du tout, il pète un plomb, il saute sur Stegman. S'ensuit une baston digne d'un épisode de Question pour un champion version MMA. Je sais pas à quoi ça ressemblerait, mais ça pourrait être fun. Andy prend l'avantage et il expédie Stegman faire un petit vol plané à travers une verrière. Mais Stegman, c'est un chat à 9 vies. Il est accroché à une corde et il supplie Andy de l'aider. Il sort la carte de je suis qu'un môme. Et Andy, il a encore foi en l'humanité et il lui tend la main. Mais il avait oublié que Stegman, c'est le Joker en moins subtil. Et Stegman sort un couteau de sa poche. Il entaille la main d'Andy en le traitant de connard. Et là, Andy, là, c'est la cerise sur le McDo. Il lui balance une patate de forain. Stegman tombe et passe à travers une seconde verrière qui est juste au-dessus de là où l'orchestre joue. Mais heureusement, il est arrêté par une corde. Malheureusement, la corde, elle s'est arrêtée sur son cou. Donc on est sur une fin de spectacle pour Stegman qui finit pendu au-dessus de l'orchestre. Andy est enfin tranquille, il peut faire un gros câlin à sa femme. Et ouais, elle a survécu. En même temps, c'est pas Titanic non plus, le film. On apprend qu'Andy n'a pas été poursuivi faute de témoins. Alors là, j'y crois moins quand même. Enfin, je veux dire... Mais bon, au moins ce film a le mérite de nous apprendre que la justice, c'est comme les chaussettes. Ça disparaît mystérieusement quand on en a besoin. Et le film se finit sur le générique d'Alice Cooper. Alors Classe 84, c'est quoi? Juste un divertissement violent? Un film visionnaire? Bah sûrement un peu des deux.
Et à l'époque, les producteurs ont sûrement senti le vent venir, car même si aujourd'hui c'est un film culte, à l'époque il a quand même eu de gros soucis pour la distribution. Parce que beaucoup de distributeurs, en tout cas les gros, refusent carrément le film, car ils savent qu'il va y avoir controverse. Et franchement, essayer de justifier un film ou un prof tue ces mauvais élèves. Donc en désespoir de cause, le réal, il a traité avec United Film Distribution. Donc c'était un distributeur indépendant qui, malgré sa petite structure, a quand même distribué des films comme Zombie de Romero, Mother Day de Charles Kaufman et même Hamburger Film Sandwich de John Landis. Alors quand il est sorti, Classe 84, il n'a pas fait l'effet d'une bombe subversive comme a pu faire Orange Mécanique, mais il y a eu quand même des scandales et des levées de boucliers par des associations pour des trucs du genre incitation à la violence, ce genre de trucs. En France, le film a été interdit aux moins de 18 ans. Et comme beaucoup de films dans ce cas-là en France, du coup il cartonne. Et il cartonne même beaucoup plus qu'aux États-Unis. Mais là où le film a gagné beaucoup d'argent, c'est forcément en vidéoclub, sauf en Angleterre. Le film a été coupé de 4 minutes, et en plus il est interdit à la commercialisation. En Angleterre, on pouvait que le louer. Et en fait, c'est la scène de la scie circulaire qui est pour beaucoup. C'est la scène la plus choquante du film. C'est vrai qu'on s'y attend pas. Et d'un autre côté, c'est ce qui peut donner un peu son statut de film culte. Le succès inattendu de ce film a permis à Mark Lester, derrière, d'avoir une petite carrière cinématographique, avec le film Charlie, adapté de Stephen King, où on peut retrouver Drew Barrymore en toute petite fille. Elle était mimi quand elle était petite fille. Mais aussi Commando, avec Schwarzenegger. Mais en 89, il cède aux avances de la firme Vestron Vidéo, qui distribuait Classe 84 en VHS, pour tourner une suite. Une suite un peu problématique. Bon, le film s'appelle Classe 1999. Et là, les profs sont des cyborgs, quoi. Donc c'est un terme. Vous prenez Classe 1984, vous prenez Terminator, vous mélangez les deux et vous avez Classe 99. Mais qui n'a pas le budget de Terminator. Et ça se ressent. Ce film est oubliable. Oubliez-le. D'ailleurs, je vous ai rien dit. En France, on a pu avoir Classe 1989, qui n'a absolument rien à voir, mais on a décidé de le traduire comme ça, histoire de faire des ventes. Et ensuite, on a eu un film qui s'appelle Classe 2001, et j'en parlerai pas. Non, au bout d'un moment, on a autre chose à faire. Par contre, même si ce ne sont pas des suites officielles, on sait très bien que des films se sont inspirés de Classe 84, comme Le Proviseur avec James Bellucci, The Substitute avec Tom Berenger, et même la firme Troma, avec ses films débiles, s'est inspirée de Classe 84 pour ses Atomic College Class of Newcomb High. En 2012, Mark Lester annonce la mise en chantier d'un remake qu'il aurait aimé appeler Class of 2024. Bon, ça s'est pas fait. Mais il lâche pas l'affaire. Encore aujourd'hui, il dit qu'il aimerait refaire un film plus moderne. Donc s'il le faisait cette année, sûrement qu'il appellerait ça Class of 2030, je sais pas. Et moi, personnellement, j'attends. J'aimerais bien. S'il est fait avec le cœur, ça peut donner un excellent film. Avant de se quitter, j'aimerais quand même revenir sur une personne que l'on voit dans ce film. C'est Lisa Langlois, donc qui joue Patsy la punkette. Parce qu'on va pas se mentir, dans ce film, les rôles féminins, ils sont rares. Ils sont secondaires. On a l'épouse de Monsieur Norris, 2 scènes de dialogue et qui joue le rôle d'une otage. On a la bonne élève qui reprend l'orchestre, 2 lignes de dialogue, Et Patsy, la punkette du gang, une espèce de détraqué. Donc la comédienne est québécoise et elle garde pas d'excellents souvenirs du tournage. Parce que déjà, contrairement aux Américains, alors je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque ça l'était. Contrairement aux Américains, les Canadiens, ils étaient payés au lance-pierre. Ils leur avaient juste promis un complément de salaire si jamais le film marchait. Bon, spoiler, ils ont jamais rien vu venir. Les figurants locaux étaient mal lotis et ils avaient juste des sandwichs jambon beurre. C'est tout.
Et pourtant, on leur demandait quand même de bosser énormément. Je vous ai parlé de cette fille qui montrait ses seins au groupe de rock et elle avait pas envie de le faire. Pour revenir à Lisa Langlois, quand elle lit le scénario, elle découvre surtout que elle est là pour faire la potiche. Juste être une nana un peu farfelue et sexy. À la base, elle avait rien à faire, juste accompagner les mecs. Alors plutôt que de se plaindre, elle a fait des propositions. Par exemple, c'est elle qui a proposé au réalisateur que pendant la scène de viol de la femme de Norris, elle sorte un Polaroid et qu'elle prenne des photos du viol. Alors ça, elle l'a obtenu. Il y a d'autres choses qu'elle avait proposées, mais manifestement, quand c'est non, c'est non. Elle voulait porter une chaîne sur elle pour que le bruit de la chaîne fasse ressortir sa présence. Il y a une scène où la bande de Stegman se retrouve sur un parking pour aller se foutre sur la gueule avec une autre bande, et elle voulait en faire partie. Ça n'a pas été accepté non plus. La scène de la boîte de nuit, elle était terrifiée, parce qu'en fait, vous aviez des figurants, mais aussi des vrais punks. Et quand ils sont rentrés pour le tournage, les mecs pogotaient, se foutaient vraiment sur la gueule, et c'était extrêmement compliqué parce que les figurants se barraient au fur et à mesure parce qu'ils avaient peur. Et les punks de la salle n'ont pas supporté que Lisa Langlois ait un rôle de punk agressif, qu'elle fasse des trucs. Parce que pour eux, manifestement, les nanas sont juste là pour accompagner ces messieurs. Les vrais punks qui se trouvaient dans la boîte ont été hyper agressifs avec elle en lui disant « on va te choper, tu vas voir ». C'était très compliqué. Et ce qu'elle regrette, c'est ses tenues et son maquillage, qui, techniquement, n'ont de punk que le nom. Et enfin, son plus mauvais souvenir est la scène où on découvre tous les animaux du laboratoire de bio complètement dépecés et tout ça, parce que pour plus de réalisme, le réalisateur avait décidé de mettre des vrais animaux achetés dans une boucherie. Entre les lumières, les spots, les trucs, l'odeur est devenue très très vite insoutenable. Et elle en garde un très très mauvais souvenir. Donc d'après ce qu'on peut voir, je pense qu'aujourd'hui, le traitement des femmes dans le cinéma est quand même beaucoup mieux, enfin j'espère. Mais après avoir su ça, je regarde Patsy d'un autre œil dans le film, et j'espère que t'en feras autant. Il y a un coffret Blu-ray DVD, avec un livret à l'intérieur, et surtout, quand on ouvre ce coffret, on a un magnifique diorama de l'affiche. Alors c'est édité chez ESC, je sais pas s'il y en a encore. Enfin bref, c'est un objet auquel je tiens particulièrement. Si t'es encore là, je te remercie. J'espère que ça t'a plu, que c'était pas trop long. La prochaine fois, j'aimerais parler d'un autre film scolaire, mais complètement différent, mais tout aussi culte. Voilà, je t'ai dit beaucoup de choses sur Classe 84. Je pense que j'ai oublié des tas de trucs. Forcément, on va se quitter avec Alice Cooper. Regarde des films, sors de ta zone de confort. Amuse-toi, fais-toi peur, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Et à bientôt. C'était Culture Noire. There is nowhere left to run. And you
Bye.